Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Michel Sapin, député de l'Indre et secrétaire national du PS à l'économie. Michel Sapin. Bonjour. Bonjour. L'actualité du jour, c'est évidemment la réforme des retraites et plus spécialement les pénuries d'essence qui sont déjà une réalité pour pas mal de Français. Après François Fillon hier, Christian Estrosi en a parlé ce matin sur RTL. On écoute ce qu'il a dit. L'industrie française va-t-elle manquer de carburant? Absolument pas. Le gouvernement est responsable, il n'y aura aucun blocage. Et je le dis à ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de blocage pour les entreprises, il n'y aura pas de blocage pour les transports, il n'y aura pas de blocage pour les usagers de la route. Alors peut-on bloquer les raffineries au nom du droit de grève? On peut, on doit, non seulement c'est un droit, mais me semble-t-il dans les conditions d'aujourd'hui un devoir, faire connaître son opposition à un projet qui est celui des retraites. Donc il ne faudrait pas passer de la question fondamentale, quel projet pour les retraites, payé par qui, dans quelles conditions, avec quelles conséquences, à la manifestation des durcissements de cette opposition. Donc le sujet, on ne peut pas non plus faire la démarche inverse. Excusez-moi, il y a des tas de Français qui veulent savoir s'ils auront de l'essence aujourd'hui, demain, pour aller au travail. On ne peut pas faire comme si la question n'existait pas. Mais pour répondre à cette question, c'est le gouvernement. Il fait son travail, il y répond. Ça veut dire qu'il faut intervenir pour éviter la paralysie. Il fait son travail dans ses réponses. Le sujet, c'est pourquoi tant d'opposition à un projet comme celui-ci? Pourquoi 70% des Français soutiennent, alors qu'il pourrait y avoir des inconvénients pour eux, pourquoi ils soutiennent ce mouvement? C'est qu'il doit y avoir quelques raisons malgré tout. Il y a des raisons diverses et variées. Les routiers, par exemple, se sont joints au mouvement. Ils partent à la retraite actuellement à 55 ans, après 25 ans d'activité, à 75% du taux. Est-ce que c'est légitime qu'ils ne participent pas à l'effort commun? Mais ils vont y participer parce que comme toutes les professions, elles ont un recul dans le temps qui est la conséquence de ce projet de loi. Donc toutes les professions sont concernées par ce projet de réforme. Mais eux ne veulent pas bouger. Mais donc ils sont toutes concernées. Si aujourd'hui on met 55 ans, c'est peut-être parce que à 57 ans, comme peut-être à 55 ans, ça peut être dangereux d'avoir quelqu'un qui, sur des routes ou sur des autoroutes, promène un certain nombre de produits. Donc il ne faut pas regarder un point, une catégorie, que certaines catégories, c'est tout le problème d'ailleurs de la pénibilité, qui est aujourd'hui très mal posée dans le projet de loi, que certaines catégories, pour des raisons de pénibilité du métier, partent plutôt pour eux-mêmes, mais aussi par protection des autres, ça ne me paraît pas complètement aberrant. L'UNSA et la CFDT disent toutes les deux qu'après le vote au Sénat, on ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé, qu'il faut prendre en compte la démocratie. Est-ce que c'est une position raisonnable ? Bien sûr qu'après le vote d'un projet, c'est pas comme avant le vote du projet. Avant le vote du projet, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire demain, mardi, l'objectif, comme l'ont proposé des tas de gens très différents, de monsieur de Villepin à François Bayrou ou à Martine Aubry, c'est de suspendre les choses. C'est des gens différents que qui ont en commun une cours. opposition radicale à Nicolas Sarkozy. Oui, mais est-ce que vous pensez que quand on parle des retraites, on pense uniquement à Nicolas Sarkozy? On peut aussi penser aux Français et à leur retraite. C'est ce qu'ils font. Je présume que c'est ce qu'ils font. Et quand ils s'y opposent et qu'ils proposent en tous les cas de suspendre, ils ne proposent pas tous les mêmes solutions. Mais ils disent quand il y a un tel conflit, un tel blocage, la moindre des choses, dans une démocratie comme la nôtre, c'est de suspendre la discussion. Après l'adoption elle-même, oui, c'est une autre phase. Ça ne veut pas dire que c'est une phase de résignation, mais c'est une autre phase. Mais c'est aux organisations syndicales de le savoir. Moi, je sais, du point de vue politique, mon rôle. Quel est mon rôle? Quel est le rôle des organisations politiques d'opposition aujourd'hui? C'est de dire ce que nous ferions demain et de donner ce qu'on appelle un débouché politique. Le débouché politique, c'est bien entendu la démocratie, c'est l'élection. Par exemple, un de nos internautes qui se surnomme Ronnie Thatcher vous fait une suggestion pour préparer la réforme de demain. Il nous écrit « Puisque Martine Aubry a déclaré vouloir remettre cette réforme des retraites à plat, êtes-vous d'accord pour supprimer tous les régimes spéciaux pour qu'il y ait une véritable égalité entre le public et le privé ?» On en revient toujours au même sujet. Vous le savez, et cet auditeur qui porte très bien son nom, semble-t-il, au moins il est tout à fait lucide. Il est tout à fait lucide quant à ses propres convictions. Le sait très bien lui aussi. Les régimes spéciaux aujourd'hui sont en cours de réforme. Donc aujourd'hui, ces régimes sont sur une forme d'alignement dans le temps sur les régimes généraux. Donc il faut arrêter d'opposer une catégorie à une autre. Il faut se poser la seule question qui vale. Comment fait-on pour préserver dans la durée un système de retraite par répartition en assurant à la fois la justice
et la vérité, la durabilité du financement de ce régime de Alors retraite. justement sur ce point, on commence à avoir un débat au sein du Parti socialiste entre Martine Aubry, qui ne parle pas de retraite à 60 ans à taux plein, qui dit bien qu'il faudra un allongement de la cotisation, et d'autres, je pense notamment à Benoît Hamon, à Henri Emmanuelli, qui disent arrêtons de brouiller les idées dans la tête des gens. Si les socialistes se mettent à parler d'allongement de durée de la cotisation, ils seront inaudibles et seront débordés. Qui a raison? Moi, je ne connais qu'une ligne au sein du Parti socialiste, c'est celle qui est exprimée par la majorité du Parti socialiste et exprimée aujourd'hui par Martine Aubry. Après, il peut y avoir des débats d'un côté ou de l'autre. Je n'ai d'ailleurs entendu personne au sein du Parti socialiste dire qu'il fallait partir à 60 ans à taux plein. Je ne connais personne qui dise ça. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Quand on est ramené à 60 ans, il fallait avoir 60 ans et ses annuités. Donc c'est ça la règle depuis toujours, ça reste la règle dans nos propositions. 60 ans, c'est un droit, une possibilité de partir à la retraite. Ensuite, en fonction du nombre d'annuités, se calcule la retraite. Eh bien, nous proposons, ce qui montre bien qu'on peut avoir aussi du courage, un sens de la vérité, de répondre aux défis démographiques par l'allongement de la durée de cotisation. C'est ce qui se passe partout. Mais ce qui est terrible dans la proposition faite par le gouvernement, c'est ça, sa dureté par rapport à d'autres pays. C'est qu'il joue à la fois sur la durée de cotisation et sur l'âge où les droits à la retraite sont ouverts. C'est ce qui fait que le système en France proposé par le gouvernement est un des plus durs d'Europe. Et l'une des autres différences avec les autres pays, c'est que eux ont entamé leur réforme bien plus tôt. Mais beaucoup plus en lentement. général. Mais beaucoup plus lentement. Forcément, puisqu'ils ont commencé plus tôt. Oui, mais beaucoup donc plus lentement. l'effort à fournir est moindre. Non. Pourquoi? Il faut regarder les choses très attentivement. On prend souvent l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne va arriver au bout de son processus progressif, non pas par coup de 4 mois de retard de l'âge de départ à la retraite, mais par coup de 1 mois. C'est-à-dire que, me semble-t-il, ça doit être aux alentours de Sauf que c'était des mesures proposées par Schröder en 2004. Non, c'est tout ça pour dire que le choix qui a été fait par le gouvernement est un choix très brutal, une réforme très brutale. Il ne faut pas ensuite s'étonner que ça puisse avoir provoqué des réactions elles-mêmes brutales. Il y a également un débat au sein du PS sur la réforme fiscale. Nicolas Sarkozy a programmé un grand débat sur la fiscalité du patrimoine en 2011. Est-ce que vous serez prêt, vous, au Parti socialiste, à parler d'une même voix? Vous êtes plutôt partisan d'une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. D'autres comme Manuel Valls et Jean-Marie Le Guen préféreraient une TVA sociale. Alors, quelles peuvent être les bases d'un accord politique? Alors, faut pas tout brouiller. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est en tous les cas le texte que nous avons adopté à l'unanimité, que tout le monde est d'accord chez nous pour dire que pour redonner de la progressivité, c'est-à-dire de la justice à l'impôt sur le revenu, il faut fusionner l'impôt sur le revenu, qui lui est progressif, avec la cotisation, la CSG, qui elle est proportionnelle. Donc en fusionnant les deux, on redonne de la progressivité. Et qui touche beaucoup plus de Mais la CSG est payée par tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle baissera pour certains, puisqu'il y a de la progressivité, et elle augmentera pour d'autres. Remettre de la justice là où cette justice a disparu. Tout le monde est absolument d'accord là-dessus. Deuxième accord, me semble-t-il, c'est qu'il faut un impôt sur le patrimoine. Il faut une fiscalité sur le patrimoine. C'est peut-être une différence fondamentale. La droite est anti-fiscalité du patrimoine. Absolument pas. C'est même l'objectif de la réforme, c'est de trouver une fiscalité sur le patrimoine efficace. D'accord. En tout cas, c'est la motivation avancée. J'ai compris que l'amendement qui a créé ce débat au sein de la majorité était un amendement qui supprimait le bouclier fiscal d'un côté, mais supprimait la principale imposition sur le capital, qui est l'impôt sur la fortune. Et créer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Et voilà, c'est bien là où on mélange tout, et il ne faut pas confondre l'impôt sur le revenu, auquel il faut redonner de la progressivité à partir d'une base large, et il faut maintenir, même s'il faut moderniser, y compris du point de vue économique, un impôt sur le patrimoine. Voilà quelque chose de clair et net qui fait manifestement une différence entre la droite et la gauche. Là, nous parlons recettes. Si on parle dépenses, est-ce qu'il faut les réduire, comme le préconise le rapport Attali? Alors le rapport Attali ne va pas par le dos de la cuillère, puisqu'il en fait encore plus que ce que le gouvernement aujourd'hui propose. Oui, c'est ça. Je pense que la comparaison est bonne, comme si nous étions dans la situation grecque. Nous ne sommes pas dans la situation grecque. Et donc je ne pense qu'il n'y a pas besoin de régime grec appliqué à la France aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut réduire les dépenses? Il faut maîtriser nos dépenses. On ne peut pas sortir la France de la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire un énorme déficit, sans d'une part regarder ce qui se passe du côté des recettes,
en disant pour qui, comment, et avec justice, et d'autre part maîtriser ses dépenses, parce que voilà, on ne peut pas continuer à augmenter nos dépenses. Donc il faut de la sélectivité, il faut de la maîtrise, mais il ne faut pas faire ça de manière aveugle et brutale comme aujourd'hui. Une toute dernière question, un peu de cuisine, mais très rapide. Vous êtes partisan de François Hollande, vous souhaitez qu'il soit candidat, et vous souhaitez également que le calendrier des primaires soit avancé, et que le candidat du PS se fasse connaître dès juin. En quoi est-ce que ça servirait, François Hollande, que le calendrier soit anticipé? Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui sert l'un ou l'autre. Je regarde ce qui peut rendre plus clair le débat démocratique. Aujourd'hui, voir les situations politiques et sociales, la France a besoin de connaître, de savoir quel sera le candidat potentiel, le candidat de l'opposition, donc est susceptible d'être majoritaire demain. Et donc, je ne dis pas qu'il faut tout chambouler, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire trop tard, parce que trop tard, ce serait aussi abuser de la confiance et de la patience de nos électeurs. Michel Sapin, merci beaucoup, Merci. et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.